Les publications de développé.com qui ont un rapport avec Vidéo2Brain sont désormais affichées sur ma page automatiquement grâce à la lecture des informations d'un fichier XML. Donc pour ajouter ou supprimer des informations, il me suffit d'éditer le XML et de rajouter une balise article ou une balise critique, voire d'en supprimer, et de renseigner toutes les balises nécessaires. Alors le fonctionnement est relativement simple. Ceci dit, je suis un éternel insatisfait, j'aimerais encore plus simplifier la chose et rendre disponible l'ajout de publications par un formulaire HTML par exemple, et donc y avoir accès directement depuis Internet. Donc pour ça, j'ai créé dans mon dossier un répertoire Abracadabra. Alors pourquoi Abracadabra? J'ai essayé de trouver un nom un peu exotique, et en tout cas qui soit difficile à retrouver, dans la mesure où ce dossier et les fichiers qui sont à l'intérieur, j'ai envie d'être le seul à pouvoir y accéder, voire autoriser l'accès à certaines personnes en leur transmettant les informations. Mais surtout, je me souviens que à partir du moment où un dossier est dans un répertoire accessible depuis Internet, il est accessible donc depuis un navigateur, et en particulier potentiellement accessible par des personnes mal intentionnées. Et ces personnes mal intentionnées prendront un malin plaisir à essayer de tester n'importe quel nom de répertoire pour pouvoir trouver une zone d'identification, une zone d'administration et essayer de s'y infiltrer. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de donner à vos zones d'administration, en administration entre guillemets, là il ne s'agit pas vraiment d'administration, mais dans la mesure où on va avoir accès à des informations du serveur et surtout à la modification de fichiers sur le serveur, on peut considérer que ça commence à être une zone d'administration et il faut la protéger. Donc en particulier en donnant des noms à vos répertoires qui ne sont pas facilement retrouvables. D'un autre côté, cela ne vous dispense pas non plus de rajouter au niveau de votre serveur des protections supplémentaires, et en particulier sur les serveurs Apache, la mise en place d'authentification HTTP par des fichiers .htaccess et des fichiers .htpassword qui vous permettent de gérer les utilisateurs autorisés à visiter votre page, tout en sachant que, encore une fois, aucune mesure de protection n'est fiable à 100% et donc parfois le développement web amène à une certaine paranoïa. Ce n'est pas le cadre ici d'aller plus loin dans l'explication des fichiers .htaccess et .htpassword, dans la mesure où il s'agit plus de réglages au niveau du serveur, mais je vous invite à rechercher sur Internet, par exemple, des explications complémentaires par rapport à ces fichiers. Il existe de nombreux tutoriels relativement simples et accessibles sur ces notions, donc je vous invite à les retrouver et à les appliquer. Donc dans mon dossier Abracadabra, j'ai actuellement deux fichiers. Le premier, index.php, qui va être une zone d'identification, donc avec un formulaire, tout ce qu'il y a de plus simple, entrez votre login, entrez votre mot de passe, et en cas d'erreur, un message identification incorrecte. Au niveau des vérifications, donc je vais alimenter des variables de session, j'ai donc mon session start. Je détermine d'abord un mode d'affichage par défaut avec la variable $affiche qui vaut par défaut form, donc qui affichera le formulaire. Et ensuite, je vérifie si j'ai récupéré un paramètre $post-login. Si c'est le cas, je vérifie si sa valeur vaut bien celle de mon identifiant, ici V2B, de même que pour le mot de passe. Alors, je vous accorde que ce ne sont pas des identifiants et des mots de passe très sécurisés. Ici, c'est juste pour les explications et pour pouvoir accéder plus facilement à ces zones en tapant juste 3 lettres. Mais bien évidemment, sur vos propres sites, mettez des identifiants et des mots de passe encore plus compliqués et qui seront difficiles à retrouver. Donc si mon mot de passe existe et est le bon, dans ce cas-là, j'alimente une variable de session loginOK à laquelle je donne la valeur de mon identifiant. Sinon, si je n'ai pas trouvé la bonne valeur, c'est-à-dire que si la variable contient quelque chose mais que ce n'est pas la bonne valeur, j'écrase l'éventuelle variable de session qui peut exister et je précise qu'il faudra afficher le message d'erreur. Donc de la même manière pour le mot de passe, et à la fin, je vérifie si ma variable de session login OK et si ma variable de session mot de passe OK existe, puisque je viens juste de les écraser s'ils contiennent des mauvaises valeurs. Et si c'est vrai, je redirige vers la page qui va contenir le véritable formulaire de gestion d'ajout de publication dans mon fichier XML. Si ce n'est pas le cas, je réécrase encore une fois au cas où les variables de session login OK et mot de passe OK. Dans un navigateur, ce que cela va donner, donc je tape Abracadabra et j'arrive sur mon formulaire d'identification. Et donc ici, si je mets Toto et Toto, ça me marque identification incorrecte. De la même manière, si j'essaie de me connecter sans rien, il ne se passe rien. Et si je mets les bonnes valeurs, V2B et V2B, j'arrive à me connecter, mais cette fois on me dit l'accès à cette page est réservé aux personnes autorisées. Donc je suis bien sur ma page v2b.php,
et je vous avais annoncé qu'elle contiendrait le formulaire de gestion de l'ajout dans mon fichier XML. Ce n'est pas le cas. Comment ça se fait? Alors, je vais regarder le code de cette page. Donc là aussi, il s'agit d'un formulaire et d'un message d'erreur. Alors pourquoi je n'ai pas eu le formulaire? Tout simplement parce que là encore, je détermine le mode d'affichage par défaut qui est l'affichage du formulaire. Je vérifie que les variables de session existent et soient les bonnes. Si ce n'est pas le cas, donc si elles sont erronées ou si elles n'existent pas, si quelqu'un est arrivé sur cette page vraiment par hasard, dans ce cas-là, je les détruis malgré tout au cas où, puisqu'elles peuvent exister mais contenir une mauvaise valeur, et je redirige vers l'accueil de mon site. Ensuite, je vérifie s'il existe un paramètre get qui vaut magie et dont la valeur est Garcimore. C'est-à-dire que même une fois authentifié depuis ma page précédente, il va falloir que je rajoute un paramètre. Alors là aussi, on va essayer de trouver des valeurs improbables. Ici, magie et Garcimore, c'était pour rester dans la logique d'abracadabra. Mais vous pouvez utiliser des mots beaucoup plus compliqués, des notions qui sont totalement différentes. Et si ce n'est pas le cas, j'affiche bien l'accès à cette page est réservé aux personnes autorisées, ce qui est le cas pour le moment. Et donc si je rajoute le paramètre magie est égal à Garcimore, j'ai bien mon formulaire d'ajout de publication. Quelques précisions au niveau des futures vérifications que je vais faire dans mon formulaire. Donc je vois ici que mon formulaire contient 2 boutons radio pour déterminer s'il s'agit d'une critique ou d'un article, puis le titre de l'ajout, l'URL de l'ajout, le nom de l'auteur et la date de l'ajout, sous la forme, si possible, jour, mois, année, donc les jours et les mois sur 2 chiffres et les années sur 4 chiffres. Donc au niveau de mon formulaire, je teste donc else if is7, donc ici si on a rempli toutes ces conditions, si $post ajouté existe, c'est-à-dire si on a bien cliqué sur le bouton submit, sinon ça veut dire qu'on n'a pas encore utilisé le formulaire et qu'il faut l'afficher. Donc dans ce cas-là, je vérifie tous les champs. Pour ça, je vais initialiser une variable $isOK à true, et à chaque fois que je rencontrerai des erreurs, eh bien, je mettrai cette variable à false pour ne pas afficher le formulaire. Donc la première vérification, ça va être sur l'URL. Donc ça, on a déjà vu ce type d'identification avec la fonction filterVar et le filtre filterValidate URL. Si ces conditions sont remplies, je crée une variable $URL qui contiendra $PostURL. Sinon, je détermine que mon formulaire ne peut pas être validé. Ensuite, pour le titre. Alors pour le titre, c'est un petit peu différent puisque d'une part, on a vu que le titre n'était pas obligatoire et d'autre part, le titre de l'article, de la publication, peut contenir un grand nombre de caractères différents, donc il ne sera plus possible de le filtrer avec une expression régulière. Donc je vais me contenter de supprimer les éventuelles balises qui pourraient s'y trouver et d'échapper les caractères spéciaux. Si le champ est en empty, donc s'il n'a pas été rempli, dans ce cas-là, je lui affecte la valeur de $URL. On a vu dans le fichier XML et dans l'affichage des publications que le titre n'était pas obligatoire et que s'il n'existait pas, on met comme titre le lien de la page. Au niveau de l'auteur, de la même façon, on avait déjà vu comment filtrer un nom de famille, donc avec pregmatch et une expression régulière. Donc je vous rappelle, on va chercher parmi la valeur testée, qui sera $postAuthor, une correspondance avec tous les caractères qui sont dans la classe que j'ai définie ici, un nombre indéterminé de fois, mais au moins une, et ceci depuis le début de la chaîne à tester jusqu'à la fin. Donc il faudra que l'intégralité des caractères dans le nom de l'auteur correspondent à ces caractères-là. Si ça ne correspond pas, je mets $isOK égale false, puisque ça veut dire que la variable n'était pas empty, donc elle contenait une valeur, et que sa valeur était erronée, donc il y a eu soit une erreur, soit quelque chose d'intentionnel qui a été fait, et donc je ne valide pas le formulaire. Sinon, c'est que la variable était vide, et dans ce cas-là, je mets la valeur par défaut qui est vidéo to brain. Pour la date, alors c'est une expression régulière un peu plus compliquée, parce que aussi étonnant que cela puisse paraître, vérifier la validité d'une date n'est pas la chose la plus simple à faire, surtout quand on passe par les expressions régulières. Donc là, je l'ai mise comme ça pour pouvoir vous la détailler. Donc ici encore, je commence ma vérification du début de la chaîne jusqu'à la fin. Sauf qu'ici, j'ouvre des parenthèses. Les parenthèses constituent des blocs capturants. C'est-à-dire que ça permettra de vérifier une sous-chaîne dans la chaîne qu'on est en train de tester et de conserver en mémoire le résultat renvoyé par cette vérification. Donc ici, on va chercher si, d'une part, on a l'intégralité de cette sous-chaîne, donc de ce groupe capturant, qui est constitué d'un deuxième groupe capturant qui va correspondre au jour. Donc je veux que les jours soient sur 2 chiffres. Ce sera soit 0 plus un chiffre de 1 à 9, donc de 0,1 à 0,9, ou alors le chiffre 1 plus une valeur numérique entre 0 et 2, puisque les mois vont jusqu'à 12,
Donc au-delà de 12, je n'accepte plus. Donc je veux qu'il y ait obligatoirement une de ces deux conditions-là. Notez bien la condition OU à l'intérieur du groupe capturant. Alors attention au niveau du langage, de ne pas confondre les groupes capturants au niveau des parenthèses, des classes au niveau des crochets, puisque dans une classe, on recherche n'importe lequel de ces caractères, alors que dans un groupe capturant, on recherche une correspondance dans la chaîne à tester. Ensuite, donc, je dois avoir obligatoirement cette portion-là, puis un slash. Alors le slash, j'ai mis un anti-slash devant, puisque le slash, c'est aussi le caractère qui va permettre de définir la fin de l'expression régulière. Donc ici, l'anti-slash correspond à un caractère d'échappement qui va permettre de savoir qu'on recherche le caractère slash et non pas qu'on ferme l'expression régulière. Ici, un point d'interrogation qui va permettre de dire que cette expression-là, je la recherche 0 ou une fois. Alors pourquoi 0 ou une fois? Parce que finalement, j'ai décidé d'être gentil et je veux bien accepter que l'on mette la date uniquement sous le format mois-mois / année. Donc, dans mon formulaire, ici, je mets que c'est JJMMAAAA, mais j'accepte que cette partie-là soit absente, y compris le slash. Ensuite, on continue dans notre bloc capturant. J'en veux encore un autre qui va consister cette fois-ci dans le numéro du mois. Donc ici, le jour du mois sera soit de 0 à 9, dans ce cas-là, ce sera 0 puis un chiffre de 1 à 9, soit de 10 à 29, donc ici je peux avoir soit le caractère 1, soit le caractère 2, suivi de n'importe quel chiffre entre 0 et 9, et enfin une troisième possibilité qui sera soit le 30, soit le 31, donc le chiffre 3, suivi de 0 ou 1. Donc ici, je vais déplacer cette portion-là, la mettre ici, et remplacer cette portion-là par celle-ci, histoire de bien avoir les jours, / les mois, / les années. Donc ensuite, de nouveau un slash, et ensuite une année de 0 à 9 sur 4 chiffres. Donc ça peut aller de 0000 à 9999. Là, c'est beaucoup plus compliqué de filtrer sur les années, puisque toutes les années peuvent être potentiellement valides. Ensuite, il faut faire des choix. Et si la date est valide, dans ce cas-là, on l'affecte à la variable $date. Si elle n'est pas valide, mais malgré tout, si on est rentré dans cette condition, c'est qu'une valeur a été rentrée dans le champ date, et donc $isOK est false, on ne peut pas valider le formulaire. Si on n'a pas rentré de valeur dans le champ date du formulaire, dans ce cas-là, par défaut, on va adopter la date du jour. Alors pour affecter une date, là c'est beaucoup plus simple, il suffit d'utiliser la fonction date et de lui passer en paramètre une chaîne formatée. Ici, le D correspond au jour en cours sur 2 chiffres, de même le M au mois en cours sur 2 chiffres, et le Y à l'année en cours sur 4 chiffres. Pour l'anecdote, tous les autres caractères qui ne sont pas des caractères de formatage seront affichés tels quels, et si vous voulez afficher par exemple un Y majuscule, vous pouvez l'échapper en Y, comme ça, et ici, donc, c'est la lettre Y qui sera affichée, et non pas l'année. Et maintenant que toutes ces vérifications ont été faites, on va enfin pouvoir passer au traitement du fichier XML en lui-même.